Kagame menacé, Erik Prince et les USA prêts à frapper si le M23 ne quitte pas la RDC. Alors que les crimes du M23 atteignent un seuil intolérable, une onde de choc secoue la scène géopolitique mondiale. Erik Prince, le célèbre patron des forces spéciales américaines, a lancé un avertissement frontal à Paul Kagame. Le message est clair. Si le président rwandais ne retire pas ses hommes de la RDC, il ne survivra pas à la riposte. Dans cette analyse explosive, découvrez comment les États-Unis préparent l'après-Kagame, pourquoi la RDC est à un tournant historique et comment Tshisekedi, avec l'appui des FARDC et des Wazalendo, s'apprête à clore 3 décennies d'occupation, de massacres et de duplicité. Erik Prince n'est pas un homme de demi-mesure. Lorsqu'il parle, ce sont des armées silencieuses qui écoutent. Patron de la célèbre société militaire privée Blackwater, aujourd'hui rebaptisée Academy, il incarne ce que les États-Unis ont de plus tranchant dans les guerres hybrides. Sa récente sortie contre Paul Kagame, à la suite des massacres du M23 en juillet dernier, n'a rien d'un simple coup de gueule. C'est une déclaration de guerre voilée, une mise en garde à peine déguisée. Kagame n'est plus intouchable. Tout commence avec la publication du rapport des Nations Unies confirmant que 319 civils, dont des femmes et des enfants, ont été massacrés par les hommes du M23 dans le territoire de Rutshuru. Un carnage inqualifiable, perpétré avec la bénédiction tacite de Kigali. Les images, insoutenables, ont circulé dans les couloirs feutrés des chancelleries, provoquant un électrochoc diplomatique. Mais cette fois, un homme a décidé de rompre le silence. Erik Prince, dans un tweet sans filtre, interpelle directement Kagame. « WTF, Paul Kagame, calme-toi et fais en sorte que ton supplétif se tienne tranquille. » Ce mot, supplétif, est lourd de sens. Il déshabille le M23 de tout vernis politique pour le désigner tel qu'il est. Un proxy rwandais, un bras armé de Kigali, utilisé pour mener une guerre par procuration en RDC. Depuis 2022, cette milice n'a cessé de semer le chaos dans l'est du Congo, causant des déplacements massifs, des violences sexuelles, des destructions de villages et l'effondrement de la vie locale. La complicité du Rwanda ne fait plus débat. Elle est actée dans plusieurs rapports internationaux, et aujourd'hui, les États-Unis semblent prêts à en tirer les conséquences. L'administration américaine, longtemps hésitante, a basculé dans une logique d'action. L'alliance entre Donald Trump et Erik Prince, 2 figures iconiques d'un nationalisme dur et pragmatique, place désormais Kagame dans le collimateur direct de Washington. Trump, soucieux de sécuriser les richesses minières du Congo et de barrer la route aux Russes et aux Chinois, ne veut plus tolérer l'instabilité chronique orchestrée par Kigali. Les révélations en coulisses indiquent qu'un plan d'intervention est déjà en place. Erik Prince a déployé discrètement ses hommes dans plusieurs zones sensibles. Goma, Kisangani, le Katanga. Ces unités d'élite, suréquipées et dotées de technologies avancées, n'attendent que le go de Washington pour neutraliser les menaces. Leur mission? Protéger les 9 frontières stratégiques de la RDC, sécuriser Kinshasa et empêcher toute tentative de renversement du pouvoir congolais par les infiltrés de Kagame ou leurs alliés corrompus, comme Joseph Kabila. Dans ce climat tendu, Félix Tshisekedi incarne plus que jamais l'espoir d'un Congo souverain. Malgré les trahisons héritées du régime Kabila, les infiltrations dans l'armée, les tentatives d'assassinat, il tient bon. Avec les FARDC renforcés, la montée en puissance des Wazalendo et l'appui logistique des alliés américains, le président congolais construit une digue contre le projet impérial de Kigali. Et cette fois, le rapport de force a changé. Kagame, qui pensait pouvoir manipuler les acteurs internationaux, comme par le passé,
est rattrapé par sa propre stratégie du chaos. Lui qui se voyait en roi, faiseur de paix à Doha ou à Paris, doit désormais répondre des têtes coupées, des viols, des fausses communes. Les satellites américains suivent ses moindres déplacements. Les rapports de terrain convergent. La pression au Congrès américain monte en flèche. Les républicains influents, choqués par l'ampleur des crimes, préparent une résolution explosive exigeant des sanctions directes contre Kagame et la fin de tout soutien militaire ou financier au Rwanda. La peur a changé de camp. Même les alliés historiques du Rwanda commencent à prendre leur distance. La Belgique, autrefois silencieuse, a dénoncé les massacres. Le Vatican, interpellé par les églises congolaises, envisage une prise de position morale. L'Union africaine, longtemps paralysée, commence à se fissurer sous la pression de l'opinion publique continentale. Le monde ne peut plus détourner le regard. Pendant ce temps, à Kinshasa, les choses s'accélèrent. Le plan de sécurisation de la capitale est en phase finale. Des systèmes de surveillance et de défense sophistiqués ont été déployés. Les réseaux de renseignement sont renforcés. Tshisekedi sait qu'il est la cible d'un complot, mais il sait aussi que le vent tourne. L'arrogance de Kigali est devenue un fardeau pour toutes les puissances impliquées dans la région. La diplomatie congolaise, avec à sa tête des figures comme Thérèse Kayikwamba Wagner, a su convaincre Washington de l'urgence d'un changement de paradigme. Mais Kagame ne comprend que la violence. Né dans l'exil, formé dans la guerre, il a grandi avec une seule obsession: prendre et garder le pouvoir à n'importe quel prix. Tuer, manipuler, diviser, telles sont ses armes. Il a trahi tous ceux qui l'ont servi: Nkunda, Ntaganda, Kabila. Et aujourd'hui, il croit encore pouvoir dominer la RDC comme une province rebelle. Il se trompe. La RDC d'aujourd'hui n'est plus celle des années 2000. C'est une nation qui se relève, portée par une jeunesse patriote, une armée qui se réforme et une société civile en éveil. Les Wazalendo, ces combattants issus du peuple, incarnent une résistance que Kagame ne pourra jamais comprendre, car elle n'est pas achetable. Ils ne veulent pas de poste, ils veulent vivre en paix sur leur terre. La sentence est proche. Si Kagame refuse de retirer ses hommes du Congo, s'il continue à saboter l'accord de paix de Washington, s'il persiste dans la voie du sang, alors la riposte ne viendra plus sous forme de communiqué. Elle viendra du ciel, dans le silence des drones, dans la précision des unités spéciales. Et ce jour-là, il n'y aura pas de sortie honorable. Il n'y aura pas de discours de départ. Il y aura la justice, brutale, expéditive, mais inévitable. L'histoire retiendra que Paul Kagame a eu sa chance. Il a été invité à la table de la paix. Il a refusé. Il a préféré la machette. Il a préféré les massacres. Aujourd'hui, la RDC lui dit non. Le monde lui dit non. Et ceux qui le soutiennent encore, Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Museveni, doivent comprendre qu'ils seront emportés par la même vague. Personne ne pactise avec un serpent et en sort indemne. Le peuple congolais a trop souffert. Des millions de morts, des générations traumatisées, un pays pillé. Il est temps que cela cesse. Et ce temps, c'est maintenant. Eric Prince ne fait pas dans la diplomatie. Son message à Kagame est sans ambiguïté. Tu continues. Tu disparais. Un avertissement à prendre au sérieux. Les Américains ne bluffent pas lorsqu'ils décident que la sécurité nationale est en jeu. Et pour eux, la RDC est désormais stratégique. C'est leur dernier bastion contre l'expansion sino-russe en Afrique. Ils ne laisseront pas un dictateur paranoïaque, en fin de règne, saboter leur plan. La dernière carte de Kagame, c'est la peur. Mais cette carte ne fonctionne plus. Le peuple congolais n'a plus peur. Tshisekedi n'a plus peur. Et le monde commence à comprendre
que pour qu'il y ait enfin la paix dans les Grands Lacs, Kagame doit partir. S'il ne le fait pas de son propre chef, d'autres s'en chargeront. La RDC n'a plus besoin d'avertissement. Elle a besoin d'actes. Le temps des communiqués de l'ONU, des condamnations diplomatiques stériles et des négociations sans fin est révolu. Pendant des décennies, les Congolais ont entendu les puissances occidentales dire qu'elles étaient préoccupées par la situation à l'est du Congo, pendant que des femmes étaient violées, des villages incendiés, des enfants transformés en soldats, et que le sol congolais était pillé au profit d'une oligarchie régionale soutenue par le silence complice de l'international. Aujourd'hui, grâce au leadership affirmé de Tshisekedi, au réveil patriotique des Wazalendo, à l'organisation progressive des FARDC et à l'alignement géopolitique des grandes puissances autour d'un nouvel ordre africain, la RDC tient enfin une fenêtre stratégique pour se libérer définitivement de la prédation rwandaise. Mais cette fenêtre est étroite. Paul Kagame le sait. C'est pourquoi il tente par tous les moyens de ralentir, saboter ou même faire capoter les négociations de paix à Washington. Il fait mine de coopérer, mais en réalité, il joue la montre, espérant que les divisions internes congolaises, les pressions économiques ou la lassitude diplomatique américaine finiront par retarder l'échéance. Il espère également que ces relais médiatiques et politiques dans certaines chancelleries européennes continueront de l'excuser sous prétexte de sa prétendue efficacité en matière de gouvernance. Mais le monde n'est plus dupe. Le vernis est craqué. L'image du visionnaire rwandais s'effondre, et ce qui reste est celle d'un homme fatigué, paranoïaque, accro au pouvoir, et totalement indifférent à la souffrance humaine. Le tweet d'Eric Prince n'était pas une simple provocation, c'était une ligne rouge, une déclaration de fin de tolérance. Et dans les milieux militaires et géopolitiques, ce genre de signal ne se lance pas à la légère. Il est précédé d'une évaluation de terrain, de rapports de renseignement, de simulations d'intervention et de discussions à huis clos au sein des cercles les plus restreints du pouvoir. Que Prince se permette une telle sortie publique indique que tout est prêt. Que Kagame le veuille ou non, les Américains ont décidé de stabiliser la région. Et cela ne peut se faire tant que lui et ses supplétifs sont encore actifs en RDC. Et cette décision n'est pas seulement militaire, elle est aussi économique. Trump et ses conseillers savent que le Congo est la clé de l'économie du futur. Cobalt, lithium, coltan, cuivre, or, eau douce, biodiversité, tous les éléments nécessaires à la transition énergétique mondiale s'y trouvent. Il n'est plus question de laisser ces ressources être exploitées de manière informelle, illégale ou au profit de groupes criminels armés. Le plan américain est clair. Sécuriser la RDC, faire du pays un partenaire stratégique fiable et construire un partenariat gagnant-gagnant qui exclut les parasites régionaux comme le Rwanda de Kagame. Dans cette nouvelle logique, la RDC ne peut plus se permettre de composer avec des traîtres internes. Les figures comme Joseph Kabila, qui ont pendant des années ouvert les portes de l'armée congolaise à des agents rwandais et saboté toute velléité de souveraineté nationale, doivent être définitivement écartés. Leurs réseaux, leurs deals, leurs allégeances cachées sont autant de freins à la paix durable. Tshisekedi, pour mener à bien cette transition, devra être impitoyable avec ses résidus du passé. Il devra purger l'État, l'armée, l'administration, des fidèles de Kabila et de tous ceux qui continuent de jouer un double jeu avec Kigali. C'est là que le rôle des Wazalendo devient central. Ces combattants populaires ne sont pas des rebelles. Ils sont le reflet du ras-le-bol national. Ils sont les enfants du peuple, les frères des victimes, les sentinelles de la souveraineté. Leur présence, leur détermination, leur courage
ont permis de repousser les offensives du M23, là où l'armée régulière, infiltrée et affaiblie, avait parfois échoué. Aujourd'hui, avec la restructuration des FARDC, les Wazalendo ne doivent pas être marginalisés, mais intégrés comme force complémentaire, respectée et institutionnalisée. Les jours qui viennent seront décisifs. Si Kagame refuse toujours de retirer ses troupes et d'ordonner la reddition du M23, alors le scénario militaire deviendra inévitable. Les forces spéciales d'Eric Prince, déjà positionnées autour de Goma, Kisangani et dans l'est du Katanga, n'attendent qu'un feu vert pour agir. L'option d'une capture ciblée, d'une neutralisation ou d'un renversement rapide est sur la table. Contrairement aux interventions classiques, l'option paramilitaire permet une action chirurgicale, rapide et sans déclaration formelle de guerre. Et ce ne sera pas une première. Les États-Unis ont déjà éliminé des figures considérées comme des menaces globales, Oussama Ben Laden, Soleimani, etc. Si Kagame continue à se comporter comme un parrain de milice, à financer des massacres, à torpiller les processus de paix, alors il sera traité comme tel. Le monde en a assez des dictateurs africains qui se croient au-dessus des lois internationales simplement parce qu'ils ont joué les bons élèves du FMI ou de la Banque mondiale. Le vent a tourné. Pour la RDC, c'est le moment de vérité. Elle a l'opportunité historique de restaurer son intégrité territoriale, de reconstruire une armée digne, de faire taire les armes et d'entrer dans une ère de stabilité et de développement. Mais cela ne se fera pas dans la naïveté. Cela exige du courage politique, de la lucidité stratégique et une solidarité nationale sans faille. Kagame est dos au mur. Et contrairement à ses habitudes, il ne pourra pas acheter sa sortie. Cette fois, les morts du Congo parlent. Le sang versé à Rutshuru, à Bunagana, à Nyiragongo, crie vengeance. Ce n'est pas un cri de haine, c'est un cri de justice. Et dans cette justice, il y a des visages. Celui de Floribert Chebeya, de Kizito Mihigo, de centaines de journalistes et d'opposants rwandais réduits au silence. Il y a aussi les voix de millions de Congolais qui disent « ça suffit ». La fin de Kagame ne sera pas seulement une délivrance pour la RDC. Ce sera un signal fort à tous les dictateurs du continent. On ne tue pas impunément, on ne pille pas éternellement, on ne joue pas indéfiniment avec la douleur des peuples. L'Afrique nouvelle est en marche, et elle ne tolérera plus les fossoyeurs de son avenir. Le jour où les hommes d'Eric Prince recevront le signal, il ne sera plus question de diplomatie. Ce sera l'acte final. Kagame devra répondre à Gisenyi, à Kigali ou ailleurs de ses crimes. Et le peuple congolais, aux côtés de son armée et de ses alliés, pourra enfin tourner la page de l'humiliation. Une ère nouvelle s'ouvre. Tshisekedi a tenu bon. Les FARDC se relèvent. Les Wazalendo tiennent les lignes. Et le monde regarde. Le monde comprend enfin que le cœur de l'Afrique bat à Kinshasa et que celui qui veut l'écraser verra ses propres pulsations s'arrêter. Kagame a le choix, se retirer ou être retiré. Mais dans tous les cas, son temps est écoulé. L'horloge de l'histoire est sans pitié pour ceux qui la défient avec du sang sur les mains. Et cette fois, il n'y aura pas de miracle. Seulement la vérité. Et la justice. Souvenez-vous de ces mots. Car lorsque le Congo sera enfin libre, ce sera le début d'une renaissance africaine. Une renaissance bâtie non sur les ruines du passé, mais sur le courage d'un peuple qui a dit « plus jamais ça ».